Et merci Antoine et Romain, merci à tous d'être là. Donc je vais présenter une introduction sur l'imagerie photoacoustique et puis nos travaux sur la technique d'imagerie photoacoustique par fluctuation. Ces travaux ont été réalisés dans l'équipe où je travaille aujourd'hui, donc l'équipe d'Emmanuel Bossy. Et les travaux que je vais présenter ont été faits au cours de la thèse de Sergueï Vilov, qui a soutenu en 2019, dans laquelle on s'est intéressé à l'imagerie super résolue en imagerie photoacoustique, avec plusieurs approches, et aussi à la résolution du problème de visibilité. Ça va être l'objet de ma présentation. Ce problème de visibilité, on l'a attaqué sous un angle un peu différent avec Guillaume, qui est toujours en thèse et qui finit à la fin de l'année, et qui va, lui, nous parler de deep learning après ma présentation. Alors, tout d'abord, l'imagerie photoacoustique, comment ça marche? En général, on utilise de la lumière pulsée, donc des impulsions nanosecondes. Alors, cette lumière, lorsque l'on envoie dans un tissu biologique diffusant, ben, elle va être multiplement diffusée très rapidement au bout de quelques centaines de microns. Et, et là réside un peu la limite des méthodes optiques conventionnelles, puisqu'on ne va pas pouvoir imager optiquement le milieu à partir d'une certaine profondeur de tissu traversé. Et l'imagerie photoacoustique bénéficie d'une astuce, en fait, c'est qu'on va utiliser cette lumière diffusée et lorsqu'elle va être absorbée, elle va générer un phénomène de thermoélastique qui va générer des ultrasons, des ondes acoustiques. Et ces ondes acoustiques, après, vont se propager de manière faiblement diffusée jusqu'au détecteur ultrasonore placé à la surface du tissu. Alors ça, c'est un dessin en transmission, mais on peut tout à fait le faire avec les détecteurs ultrasonores du même côté que l'illumination. Et c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Et puis, pour mettre le problème en équation, donc l'onde photoacoustique, c'est une onde de pression. Elle vérifie l'équation de D'Alembert avec un terme source ici qui est avec un facteur, ici le facteur de Grüneisen, c'est un facteur de conversion entre l'énergie optique et l'énergie acoustique. Et ici, vous avez un terme H avec sa dérivée, qui est une fonction d'échauffement. Et sous quelques approximations qui sont bien vérifiées dans notre cas, on peut réécrire le problème comme l'équation d'Alembert avec un terme source nul et une condition initiale qui est la pression dans le milieu qui est égale au facteur de Grüneisen multiplié par le coefficient d'absorption optique multiplié par l'affluence qui est la densité de lumière en millijoules par centimètre carré. Donc c'est une énergie surfacique, cette fluence. Donc ça, c'est le terme source acoustique. Et donc, lorsque l'on enregistre les signaux acoustiques, ben, ils se sont propagés. Hein. Donc, notre jeu, ça va être de reconstruire une image à partir des lignes temporelles de pression reçues ici et reconstruire ce P0 qui va nous donner une information ici, optique. Alors, il existe plusieurs modes d'imagerie photoacoustique. Il y a un mode où on focalise la lumière point par point. On va scanner un échantillon, pas très profond, hein, puisque sinon la lumière n'est plus focalisée. Donc là, on est à résolution optique. On interroge le milieu avec un spot de taille optique. Et pour chaque spot interrogé, on va enregistrer une onde photoacoustique qui va donc nous donner une information sur l'absorption optique. Donc ça, c'est l'imagerie photoacoustique à résolution optique. Et on peut voir, par exemple, ces globules rouges avec une bonne résolution. Et donc, contrairement aux méthodes conventionnelles de microscopie,
Le contraste ici n'est pas dû à la diffusion, il est dû à l'absorption optique. C'est ce qui en fait son intérêt. Et ensuite, bon, alors, sur ces travaux, notre équipe travaille sur des approches, notamment avec de la manipulation de front d'onde à travers des fibres multimodes. Nous, dans la partie de l'équipe où je travaille, on fait une illumination en champ large de l'échantillon. L'échantillon peut être profond et on va enregistrer un champ acoustique qui, lui, va être compliqué et on va ensuite reconstruire une image, mais à résolution acoustique. Et cette image va avoir une information optique sur le milieu. Et donc, c'est l'imagerie photoacoustique à résolution acoustique. Alors, résolution acoustique, dans notre cas, ça va être une résolution de l'ordre de 100 microns. Donc, pour résumer, on peut aussi utiliser des détecteurs assez communs dans le marché de l'échographie, donc sous la forme d'une barrette ultrasonore, la même qu'en obstétrique, la même qu'en cardiologie, enfin le même type. Donc, on envoie la lumière, elle diffuse, elle est absorbée, elle nous génère des sources acoustiques. On enregistre leur trace temporelle. Donc là, vous avez le temps en ordonnée et les éléments du capteur en abscisse. Et ensuite, on se base sur la cohérence spatio-temporelle de ces fronts d'onde pour passer de cette image de trace spatio-temporelle à cette image qui est la reconstruction photoacoustique. Et donc, ça revient à faire des opérations de délai et de somme sur ces signaux, en fait. L'intérêt de l'imagerie photoacoustique par rapport à l'échographie, c'est qu'on aura un contraste qui n'est pas mécanique, mais qui est optique. Et on va, par exemple, être sensible à l'hémoglobine qui est omniprésente dans les vaisseaux sanguins. Alors, pour vraiment montrer pratiquement quel est l'intérêt d'ajouter l'imagerie photoacoustique à un examen échographique, on voit ici un fantôme avec des fils qui sont colorés. Ce sont des fils de nylon. L'image ultrasonore ne donne pas de contraste pour distinguer les fils de nylon rouge ou vert, mais par contre, l'imagerie photoacoustique nous donne une modulation du contraste. Et ceci est dû au fait que là, on a utilisé de la lumière verte. Et donc, la lumière verte est beaucoup plus absorbée par les structures rouges. Et donc là, on montre comme ceci qu'on est capable de voir la couleur des structures en fait, en plus par rapport à l'imagerie ultrasonore. Et donc, ça ouvre cette sensibilité à la couleur des chromophores, ouvre le domaine de l'imagerie spectroscopique. Donc, on a cette liberté en imagerie photoacoustique, c'est de changer la couleur du laser. Et ça peut être fait entre 2 tirs successifs avec les lasers d'aujourd'hui. Et donc, on va pouvoir, par exemple, s'intéresser au niveau d'oxygénation du sang. Ici, vous avez la courbe d'absorption de la désoxyhémoglobine en bleu et de l'oxyhémoglobine en rouge. Et donc, on voit qu'on va se situer entre les deux en fonction du niveau d'oxygénation du sang. Donc ça, bien sûr, c'est une information assez intéressante dans plein de domaines de la médecine et de la biologie. Toutefois, il y a quand même un problème à résoudre, c'est que avant d'avoir un spectre quantitatif, il faut connaître l'affluence à chaque longueur d'onde. Et alors, dans le cas général rencontré dans les tissus biologiques, les tissus qui se situent en amont de la structure qu'on image ont un effet de filtrage sur la lumière. Et ce filtrage, il est dû à la fois à la diffusion du tissu et à l'absorption du tissu, qui dépend de la longueur d'onde et qui est difficile à prédire a priori, sans passer par des modèles ou sans passer par des simulations. Et donc, cet effet de coloration spectrale est adressé dans de nombreuses études aujourd'hui et ça reste un problème assez ouvert.
même si des systèmes commerciaux aujourd'hui forment des images d'oxygénation des tissus en supposant qu'il n'y a pas d'effet de coloration de spectre. Et donc, bien sûr, les estimations d'oxygénation peuvent être biaisées dans ce cas. Voilà, donc je vais pas vous parler de ce grand problème de la coloration du spectre. J'en parlerai peut-être dans quelques années si mes travaux vont dans ce sens. Et je peux vous parler de quel contraste on peut avoir en imagerie photoacoustique. Alors, lorsque l'on utilise une seule longueur d'onde, on peut déjà, lorsque l'on image des vaisseaux, voir plusieurs choses. On peut voir la densité de vaisseaux, on peut imager les vaisseaux, hein, voir comment ils sont répartis dans l'espace et déterminer leur taille. Alors ça, lorsque l'on a un sujet d'étude particulier, par exemple, on pourrait voir l'effet d'une drogue sur la dilatation, la constriction du vaisseau. On pourrait voir un effet inflammatoire juste avec une seule longueur d'onde. Lorsque l'on utilise plusieurs longueurs d'onde, on peut aller plus loin. On peut avoir l'oxygénation des tissus et des vaisseaux. On peut aussi monter dans les infrarouges au-delà de 1000 nanomètres et il y a des bandes d'absorption vibrationnelles qui concernent les lipides et l'eau. Et donc, on peut imager les lipides et l'eau, comme vous pouvez voir l'image en jaune ici. Et on peut voir aussi le collagène, qui peut être un contraste d'intérêt dans la fibrose ou dans des pathologies. Donc, on va aussi pouvoir, à partir de cette image multilongueur d'onde, à partir du contraste d'oxy et désoxyhémoglobine, imager la saturation en oxygène du sang et le blood volume, c'est-à-dire la quantité de sang qu'il y a dans les vaisseaux. Donc là, sont représentés, c'est une image d'un système commercial de la compagnie Itera, qui est basée en Allemagne, et qui utilise la raster scan optoacoustique microscopie. Alors, c'est un système qui va faire du point par point, ou ligne par ligne plutôt, avec des récepteurs large bande. Et on va pouvoir comme ça voir la peau à des très bonnes résolutions. Et on voit un mélange de mélanine, d'hémoglobine ici, puis que la mélanine, puis le gras, l'eau ici. Et ils forment des images composites comme ceci pour essayer de rendre ça pratique dans une pratique clinique. Ils ont de nombreuses études cliniques, je vais en reparler. Ben, d'ailleurs, voilà, donc ici, ce sont des travaux issus du même groupe, le groupe de Munich, qui est dirigé par Vasilis Ziachristos. Ils se sont intéressés ici à une première étude clinique sur la maladie de Duchenne, qui est une pathologie qui touche les enfants. Alors, vous voyez ici une image sur un volontaire sain. Le rouge représente l'hémoglobine dans le muscle, alors que ici, un sujet atteint de la maladie de Duchenne montre qu'il y a énormément de collagène qui se forme dans le muscle. Donc ça montre vraiment que l'imagerie photoacoustique couplée à l'échographie, là, qui est l'image en niveau de gris, peut apporter un contraste d'intérêt au niveau clinique. Donc c'est vraiment en train de devenir quelque chose de réel au niveau clinique. Et c'est assez récent parce que je dirais il y a 10 ans, on voyait beaucoup plus d'études sur les petits animaux. Et là, l'imagerie photoacoustique est en train de percer sur des études cliniques chez l'homme. Et ça, c'est une autre étude clinique qui est réalisée en dermatologie. Et vous voyez la peau d'un sujet qui a un volontaire sain ici, et le psoriasis avec deux couleurs ici. Alors, les vaisseaux qui sont en vert, ce sont des microcapillaires, et les vaisseaux qui sont en rouge, ce sont des plus gros vaisseaux. Et donc, ils encodent la couleur en fonction de la fréquence moyenne des signaux qu'ils reçoivent. Donc, ils vont jusqu'à 50 MHz pour avoir ce genre d'image.
Alors, on peut se dire, d'accord, c'est bien l'imagerie photoacoustique, mais on a besoin d'un laser, c'est compliqué, alors qu'en ultrason, on est déjà capable de voir les vaisseaux. L'imagerie ultrasonore Doppler permet d'avoir ce genre d'image avec les derniers progrès. C'est un milieu qui est en ébullition. Notamment le groupe de Michael Tanter, où j'ai fait ma thèse, a été à l'origine de l'augmentation de la sensibilité de ce mode d'imagerie. Comment ils ont réussi à augmenter l'imagerie? Eh bien, ils se basent sur le principe de l'imagerie Doppler, mais en utilisant une pile d'images à réaliser à forte cadence. Lorsque l'on fait une image ultrasonore, on verra que le tissu, hein. C'est de la rétrodiffusion mécanique, donc on verra les cellules, on verra les interfaces entre les structures d'organes, et on verra les parois artérielles, par exemple. Et donc, pour avoir ce genre d'image, on va s'intéresser à la dynamique de chaque pixel reconstruit. Et chaque pixel va avoir une composante basse fréquence, qui est le tissu, qui va bouger un peu avec les mouvements physiologiques, et le sang qui va bouger plus rapidement. Et c'est le fait qu'il bouge plus rapidement qu'on peut le discriminer dans l'espace de Fourier en faisant un filtrage passe-haut, tout simple. Et donc, c'est comme ça qu'on obtient ce genre d'image. Alors, je détaille ceci parce que on va adopter une approche similaire en imagerie photoacoustique, et je vais y arriver. Alors, pour autant, en imagerie photoacoustique, on est sensible de manière native à l'hémoglobine. Donc, on n'est pas obligé de s'intéresser à la dynamique de chaque pixel. On va recevoir des signaux très forts de l'hémoglobine. Donc, cette image, elle est réalisée par un système tomographique, mais en théorie, dans le principe, on est capable de la faire en single shot. Donc, c'est l'image d'une main humaine. Sauf que j'ai dit le mot tomographique, c'est-à-dire qu'il y a des capteurs qui recouvrent tous les angles de la main ici. Et bien sûr, ce genre de systèmes ne sont pas applicables à toutes les problématiques cliniques. Et notamment, on ne peut pas adopter la même philosophie qu'en ultrason, où on vient avec une sonde, on se positionne sur la peau du patient et on a notre image sans moteur qui tourne autour, etc., etc. Et donc, lorsque l'on utilise une sonde échographique conventionnelle, on va avoir cette image en ultrason et cette image en imagerie photoacoustique. Et on va voir que les vaisseaux qui sont horizontaux. On ne va pas voir ceux qui sont verticaux. Et c'est le problème de visibilité en imagerie photoacoustique. Alors, le problème de visibilité, on a deux types d'artefacts de visibilité. On a l'artefact de visibilité limitée. C'est un problème angulaire. Le fait que l'on ait une sonde au-dessus du milieu à imager fait qu'on reçoit les ondes que des parties à peu près horizontales des vaisseaux ici. Et la partie verticale envoie son énergie sur les côtés, et donc on ne la capte pas. Et donc, le résultat, c'est qu'on a une image où il manque une partie ici pour bien observer ce vaisseau en forme de C. Le deuxième problème en imagerie photoacoustique, c'est la bande passante limitée du capteur. Si on utilise un capteur conventionnel, on va avoir une bande passante de l'ordre de 100%, donc, qui s'étend de delta F égale la fréquence centrale. Et typiquement, on va avoir un problème lorsque l'on image des gros vaisseaux. On va voir que les frontières du vaisseau. On voit le haut, le bas, mais pas l'intérieur. Alors, quelles sont les solutions à ça, à ces deux problèmes? Donc déjà, le problème de visibilité, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire de la tomographie. Donc, on va tourner autour de notre échantillon. Ça peut être l'échantillon qui tourne ou le détecteur. Là, vous avez la version 1D. Et là, vous avez la version avec un transducteur concave que l'on fait tourner. Enfin, on fait tourner cette souris pour avoir tous les angles de toutes les sources. Et donc, on peut reconstruire cette jolie image
qui va à la fin avoir une résolution isotrope. Mais donc, cette approche-là n'est pas imaginable pour des applications cliniques chez l'homme, par exemple. Et donc, il y a des chercheurs qui ont proposé de multiples approches pour s'en défaire. Et ici, par exemple, on peut ajouter ces chercheurs ont ajouté des parois réfléchissantes sur les bords du capteur qui entourent l'échantillon. Et on passe de cette image-là à cette image-là. Donc, on a utilisé le fait que les sources qui se propagent sur les côtés rebondissent et finissent par arriver sur notre détecteur. Toutefois, c'est pareil, cette configuration ne peut pas être utilisée dans un cadre général en diagnostic. Et une autre approche complètement différente, c'est d'utiliser des agents de contraste. Alors, on peut utiliser des injections d'agents de contraste sparses, hein, bien sûr. On ne va pas remplacer le sang de l'individu totalement. Donc, on peut injecter des gouttelettes, par exemple, faire des images successives de ces gouttelettes, comme ces 3 images. Et lorsque l'on combine ces multiples réalisations, en fait, il n'y en a pas que 3, on en fait au moins une cinquantaine, on peut obtenir ce genre d'image, alors que l'image habituelle, enfin l'image conventionnelle, on va dire, elle est ici. Donc, il nous manquait des structures. Donc, c'est une manière comme ceci, avec cette injection d'agent de contraste, on peut arriver à résoudre ce problème de visibilité. Et on peut aussi améliorer la résolution par une approche de localisation, donc l'approche PalmStorm version imagerie photoacoustique. Et ici, vous voyez une accumulation de localisation, de position de particules qui amène à cette image et qui, bien sûr, nous permet aussi de résoudre le problème de visibilité en récupérant l'information qui était perdue ici. Donc, on s'est intéressé à cette approche. Toutefois, l'injection d'agents de contraste n'est pas forcément souhaitable. Et on a essayé de s'en défaire et d'utiliser le contraste endogène. Alors, le deuxième problème qui arrive, c'est celui de la bande passante. Des chercheurs ont utilisé des capteurs à plusieurs capteurs, en fait, qui ont chacun sa bande passante et combinés dans le même réseau en réception. Et donc là, c'est l'image d'un rein excisé. Donc, vous voyez une image à 6 MHz. Donc, vous voyez que la résolution est quand même assez limitée, mais on voit une espèce de fond continu ici. Alors que l'image à 24 MHz, on va voir des capillaires avec une très bonne résolution. Par contre, on ne va pas avoir ce fond continu et on ne va pas voir les gros vaisseaux de la même façon. Et donc, en combinant les informations de ces 2 images, ben, on a une image qui est multi-échelle, en fait. Voilà, on couvre à peu près toutes les échelles des absorbeurs, de l'absorbeur quasi continu à l'absorbeur très piqué qui est un capillaire. Une autre approche, c'est de faire la détection optique, qui, là, de fait, va être large bande directement, avec des récepteurs de type Fabry-Perot. On peut obtenir des images assez impressionnantes avec des très, très bonnes résolutions. Toutefois, ce système nécessite de scanner le faisceau d'interrogation point par point. Et donc, la fréquence de rafraîchissement de l'image va être assez faible. Il y a une autre approche qui a été étudiée par l'équipe d'Emmanuel il y a quelques années. C'est l'illumination de l'échantillon par un faisceau de speckle. Donc, plutôt que de faire de l'illumination en ondes planes, on passe par un diffuseur ici. Et donc, ici, la taille du grain de speckle a été contrôlée. Mais le speckle va rencontrer l'échantillon. Et alors, quand on image un fil comme ça, qui est ici, c'est une photographie, l'image conventionnelle ne va voir que les parties quasi horizontales.
Alors qu'en illumination de speckle, ça c'est une image avec un seul speckle, on devine déjà qu'il y a une sorte de modulation de l'objet dans les parties qui étaient invisibles. Et lorsque l'on fait 50 réalisations de speckle et qu'on calcule la fluctuation sur ces images, ben on retrouve l'objet totalement. Donc ça, ça va être le principe que je vais reprendre à une autre sauce dans mes travaux. Et ici, c'est un autre exemple de cette illumination de speckle pour imager une feuille d'arbre, modèle que Guillaume va reprendre dans sa présentation après la mienne. Et donc, l'image de fluctuation de speckle nous donne une image qui est quand même grandement améliorée. On retrouve à la fois les structures horizontales, mais verticales aussi. Alors, toutefois, cette illumination de speckle va être limitée. Comme je vous ai dit ici, la taille du grain de speckle était contrôlée. Donc, les grains de speckle n'étaient pas trop fins. Parce que, qu'est-ce qui va se passer lorsque on va interroger le milieu avec l'imagerie photoacoustique, le résultat de notre mesure, c'est l'intégration de cette modulation de speckle à l'intérieur d'une tâche de résolution acoustique. Et dans une tâche de résolution acoustique, il y a 1 million de grains de speckle. Donc c'est considérable. Alors, 1 million de grains de speckle dans le cas où on est en régime complètement diffus, c'est-à-dire à une profondeur de 1 mm typiquement dans les tissus. Donc il y a trop de grains de speckle pour voir une fluctuation dans le cas réel applicatif. Et juste une remarque comme ceci, si on imagine utiliser des globules rouges comme source de fluctuation, ils vont être beaucoup plus gros que les grains de speckle optiques, et donc on va avoir à peu près 1000 globules rouges dans une tâche de résolution acoustique. Donc je vais reprendre cette idée plus tard, et justement, je la reprends dès maintenant en fait. On se pose la question, est-ce que c'est possible de voir des fluctuations dues à un écoulement sanguin? Donc on regarde un pixel donné, les globules rouges bougent. Est-ce que d'une image à l'autre, il y a suffisamment de fluctuations mesurables pour baser l'amélioration de notre image là-dessus? Alors, un peu de théorie pour commencer. On suppose qu'on veut imager des vaisseaux dont le support est F de R. Dans nos simulations, on a pris un support binaire, hein, donc ça représente simplement les vaisseaux. Et c'est ça qu'on veut imager. L'absorption en chaque point de notre milieu va être dépendante de la présence ou non d'un absorbeur optique ou d'une illumination quelconque. Et donc, dans cette fonction fluctuante G de K, on va représenter par exemple la présence ou non d'un globule rouge. Mais ça peut être aussi une fonction fluctuante qui représente la fluctuation de speckle, puisque ça peut être une fonction fluctuante qui est continue. Et donc, dans le cas des globules rouges, dans le cas de l'imagerie du sang, la valeur moyenne de cette fonction fluctuante, c'est eta, c'est la fraction volumique des globules rouges. Et pour un physiologiste, ça va être l'hématocrite en fait. Hein. Lorsque l'on réalise une seule image photoacoustique, on va avoir cette formule-là qui fait intervenir notre milieu convolué avec la point spread function du milieu. Donc, c'est la PSF de notre système. Et on affiche en général l'image sous la forme du module. Hein. On enlève les oscillations. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'il y a une sommation qui est cohérente. Lorsque l'on représente la PSF avec ses oscillations, donc juste la partie réelle de la PSF, eh bien, il y a les oscillations à la fréquence centrale de notre transducteur, qui sont le long de Z ici. Et quand on fait une transformée de Fourier de cette PSF, on voit qu'il nous manque la partie centrale du spectre. Et donc, lorsque l'on convolue
cette PSF avec notre absorbeur en forme de C, notre vaisseau en forme de C, on voit qu'on va avoir cette image, et on peut le voir aussi dans le domaine de Fourier avec une multiplication. Et donc finalement, on va dire que l'imagerie conventionnelle photoacoustique qui se base sur la cohérence acoustique des signaux reçus, eh bien, va être limitée dans ce cas-là. Si on fait plusieurs images de notre milieu et qu'on s'intéresse à la variance, on va obtenir cette formule. Alors, je vais pas rentrer dans les détails des préfacteurs, mais on a une théorie complète dans notre article. Et ce qui est important ici de retenir, c'est qu'il y a une sommation incohérente, une convolution qui est incohérente, puisque on a pris le module de la PSF avant de faire la convolution avec l'objet. Et le module de la PSF est représenté ici. Et lorsque l'on fait sa transformée de Fourier, on voit qu'on a tout le spectre ici présent de l'objet. Enfin, tout le spectre potentiel d'un objet. Et donc, ça a un bon potentiel pour résoudre le problème de visibilité, cette sommation incohérente et cette image de fluctuation. Alors, cette formule-là est valable autant pour l'imagerie d'illumination de Speckle que pour l'imagerie de fluctuation due à un écoulement de globules rouges. Et on peut introduire ici le packing factor, qui est un facteur qui prend en compte la corrélation spatiale entre les différents globules rouges dans un écoulement assez compact, puisque vous le savez, dans les globules rouges, on a 50% de fraction volumique de sang, donc c'est quand même assez compact comme écoulement. Et donc on peut comme ça avoir une idée quantitative de quelles fluctuations on peut avoir en fonction même de l'hématocritie. Alors, dans la thèse de Sergueï, on a voulu montrer que l'image de fluctuation permettait de résoudre le problème de visibilité, et donc ceci est une des premières expériences dans ce sens. On a fait un écoulement de sang dans ce capillaire, puis on a enregistré différentes images photoacoustiques, une série de 1000 images. Et lorsque l'on enlève la valeur moyenne de tout ce paquet d'images et qu'on regarde le résidu, la distance de l'image courante à la valeur moyenne, on voit qu'il y a de l'information un peu partout. Et donc, lorsque l'on intègre ceci sous forme d'un calcul de variance, on obtient effectivement l'ensemble du vaisseau. On résout le problème de visibilité de la même façon pour le problème de la bande passante, dans l'imagerie d'un gros capillaire qui fait ici 1 mm. La PSF ici fait 100 microns, donc on n'a pas du tout l'intérieur du vaisseau sur les images conventionnelles. Mais on retrouve ici, avec l'image de fluctuation, l'intégralité de l'information. Et donc, on peut voir ici que l'intensité dans notre vaisseau est uniforme. Et donc, il y a un potentiel pour que ça nous donne une information quantitative sur un écoulement sanguin. Alors, la première question qu'on peut se poser et qu'on s'est posée avec des simulations, c'est est-ce qu'on va réellement être capable de mesurer les fluctuations quand il y a du bruit? Donc, l'effet photoacoustique, faut savoir qu'il a une efficacité assez faible, et donc que les signaux acoustiques qu'on reçoit sont relativement faibles. Et donc, lorsqu'il y a du bruit, ça va peut-être poser un problème pour quantifier ces fluctuations. Alors, quelques définitions pour vous expliquer un peu les conclusions de la slide suivante. C'est lorsque l'on image un gros vaisseau, donc ici on a les traces temporelles des signaux reçus, on peut définir un pic, voilà, le pic de l'interface à l'entrée du vaisseau et à la sortie, un niveau de fluctuation à extraire, et lorsque l'on rajoute du bruit, eh bien le bruit va affecter l'ensemble du signal, et il va s'ajouter dans le monde des variances, c'est important, à la fluctuation d'intérêt.
Et donc, le jeu, ça va être de mesurer f dans f carré plus n carré, en gros. Alors, lorsque l'on passe dans le domaine de l'image formée, on aura déjà moyenné tout un tas de contributions. Donc, sur l'image moyenne, on va absolument pas voir la fluctuation, hein, elle va être tuée. Et sur l'image de fluctuation, bien sûr, on va la voir, mais on va la voir rehaussée du niveau de bruit. Donc, il y a un offset. Et la marche ici, c'est l'additivité des variances qui va nous la donner. Alors, on peut se demander dans quelle mesure, pour quel rapport signal à bruit, pour quel rapport fluctuation à bruit, on va être capable de former une image de fluctuation. Et ça, donc, on a fait un jeu de simulation. Donc, vous voyez ici que le rapport fluctuation à bruit est inférieur à 1. Donc, si on se base juste sur la mesure des signaux radiofréquences, on se dit, oula, on ne va jamais être capable de voir quelque chose. Donc on est à 0,2, hein. Le bruit est beaucoup plus fort que la fluctuation à extraire. Mais lorsque l'on fait suffisamment d'images, en fait, on est quand même capable de voir quelque chose. Et vous voyez ici sur le profil de cette image, l'offset en fait est énorme, mais vu que la fluctuation du background et à l'intérieur de l'objet est faible, on est capable de représenter cette image en mettant la couleur noire à 1 ici, hein. Voilà, donc ça montre, ces résultats de simulation montrent que même si on a un petit rapport fluctuation à bruit, un nombre suffisant d'images va nous permettre de voir quelque chose, d'imager proprement un objet. Et bien sûr, lorsque la fluctuation à bruit est de plus en plus grande, on va avoir moins d'images nécessaires pour arriver à une qualité d'image comparable. Et lorsque l'on est en expérience, on était à 0,8. Donc, on est entre ces deux lignes ici. Donc, on utilise typiquement 500 à 1000 images dans nos expériences pour imager ces fluctuations. Alors, une autre question qu'on se pose, c'est la limite complètement intrinsèque. Ça va être, est-ce que les fluctuations, on va les quantifier avec notre électronique moyennant un gain, moyennant des composants électroniques qui vont nous donner un certain niveau de quantification sur notre pression. Et donc, pour ça, on a notre formule théorique qui nous exprime le rapport entre l'image moyenne et l'image de fluctuation. Et on l'a calculé. Donc, pour calculer ce rapport théorique, on a uniquement besoin de la PSF de notre système, hein. Et donc, on a été capable de l'estimer entre 40 et 100 selon le système utilisé. Donc, la fluctuation à évaluer dans l'espace des images formées, elle est 40 à 100 fois plus petite que l'image moyenne. Donc, grâce à ça, on pourrait estimer, en fait, à partir de quelle profondeur on va plus être capable de former une image de fluctuation. Alors toutefois, dans le monde réel, on va avoir un problème qui est dû au fait qu'on a des fluctuations parasites, et notamment celles dues au laser. Donc notre laser de puissance, il va d'une impulsion à l'autre fluctuer en énergie. Et cette fluctuation va apparaître dans notre calcul de variance. Et lorsque l'on calcule la variance, en fait, on va avoir une image de fluctuation qui va être dominée par l'image moyenne. Donc, ça va faire que on n'aura pas d'amélioration de la visibilité. Et je vais vous expliquer qu'on a une manière de faire qui nous permet d'obtenir une image corrigée de cette fluctuation de laser. Alors pour ça, on fait une SVD, c'est-à-dire une décomposition en valeurs singulières. Donc on part de notre pile d'images qui ont, donc ici ce sont des images à 2D, mais ça marche aussi avec des volumes, et on a un certain nombre de réalisations de ces images. On va les réorganiser avec le nombre de pixels spatiaux et le nombre d'images temporelles sous la forme d'une matrice de Casorati à 2 dimensions.
Et on va faire une SVD. Et la SVD, simplement, ça correspond à décomposer cette matrice A de R et de T en somme de vecteurs singuliers spatiaux et de vecteurs singuliers temporels. Donc U de R, U ne dépend que de R et V ne dépend que de T. Donc les vecteurs singuliers spatiaux, ça va être des sortes de masques qui vont avoir tous la même trace temporelle à un déphasage près. Et V, ça va être la trajectoire temporelle de ces vecteurs singuliers spatiaux. Alors l'avantage de la SVD, c'est que disons, les vecteurs singuliers vont être ordonnés du plus énergétique au moins énergétique. Alors, qu'est-ce qui va être le plus énergétique dans notre pile d'images? Eh bien, ça va être l'objet moyen, puisque l'objet moyen, par définition, va avoir une moyenne temporelle non nulle, donc une forte énergie. Donc, vous voyez la trace temporelle ici du premier vecteur singulier, hein, la valeur moyenne est non nulle. Et en fait, on a montré que cette trace temporelle correspond exactement à la fluctuation de notre laser, du moins dans les simulations. Donc la SVD est capable finalement d'estimer un absorbeur moyen qui fluctue dans le temps. C'est dit de manière un peu avec les mains. Et pour le calcul de variance, on va vouloir enlever ce vecteur singulier plutôt que d'enlever la valeur moyenne simplement. Et vous voyez ici les traces temporelles des autres vecteurs singuliers ainsi que leurs masques spatiaux qui ont. Vous voyez ici la valeur moyenne est nulle hein, sur chacun et on a des fluctuations qui décrivent un peu l'ensemble de l'objet de manière isotrope. Alors, du coup, le filtrage par SVD va consister à choisir une borne A et une borne B, et donc à éliminer une certaine plage de valeurs singulières qui correspondent à l'objet moyen fluctuant avec les sources parasites, pour ne garder que l'objet fluctuant dû à l'écoulement sanguin. Et donc, ça, on obtient comme ceci une image qui est à nouveau correcte. Alors, il y a quelque chose qui est sensible dans cette technique, c'est le choix des bornes de la SVD. On doit choisir où on commence à couper et où on arrête de couper. C'est surtout où on commence à couper qui est important. Donc, c'est la borne A. Mais on a des publications dans la littérature, dont d'ailleurs je suis co-auteur, qui montrent des manières automatiques de choisir ces bornes. Donc j'en ai fini pour la première partie et je vais passer sur comment on va imager en 3 dimensions. Alors, on va imager en 3 dimensions à partir d'un capteur qui a des éléments dans les deux directions. Au lieu d'utiliser typiquement 128 capteurs, on va utiliser beaucoup plus pour une qualité d'image comparable. Alors le problème, c'est que ça va exploser si on veut vraiment la même qualité d'image. Là, on est à 16 000. Et donc, on se pose la question, est-ce que c'est possible d'obtenir cette qualité d'image avec beaucoup moins de capteurs? Alors, pour ceci, on a designé un prototype à 256 voies qui sont réparties sur une calotte sphérique. Ici, vous voyez un ballon de couplage qui permet de remplir d'eau ici avec une membrane en latex. Et comme modèle, on a choisi un embryon de poulet. Et donc, on a imagé cet embryon de poulet qui est à cœur battant, hein, avec du sang qui circule. Vous voyez ici l'image conventionnelle. Donc, non seulement il y a une visibilité limitée, mais il y a aussi un contraste limité. Et c'est dû à la cohérence des lobes secondaires. Ces lobes secondaires, en fait, ils sont dus au fait qu'on a peu de capteurs hein, dans la reconstruction, donc on manque de l'information. Et donc faible contraste en plus des problèmes de visibilité. Et vous voyez ici l'image de fluctuation où à la fois on résout le problème de visibilité. Donc ici, ce sont des projections à 3 dimensions, projections 2D d'un objet à 3 dimensions.
Et on améliore le contraste aussi. Et vous voyez ici l'objet qui tourne. Alors j'ai un autre exemple, ça je vais sauter. J'ai un autre exemple ici. Donc la qualité d'image est grandement améliorée grâce à ce principe de fluctuation. Voici d'autres exemples que je veux montrer. Donc, en fait, on a ajouté dans nos séquences l'échographie Doppler, l'imagerie Doppler ultrasonore. Et on voit qu'il y a des grandes similarités entre les deux volumes. Donc, c'est une chose qui est intéressante. Ici, on voit quand même plus de choses avec l'imagerie photoacoustique par fluctuation. Et l'imagerie Doppler permet aussi d'avoir la direction du flux. Donc, il y a les flux qui montent en rouge et les flux qui descendent en bleu. Et donc, vous voyez ici, par exemple, on peut clairement distinguer ce petit vaisseau rouge qui n'a pas la même direction d'écoulement que le vaisseau bleu. Un autre exemple ici où on a imagé le cœur d'un embryon de poulet. Où vous voyez quand même la finesse des structures. Ici, on a un champ de vue de 1 cm3. Et de même, on peut voir qu'il y a ces deux vaisseaux qui, en fait, peuvent être distingués par leur direction de flux avec la technique Power Doppler directionnelle qui est assez standard en ultrasons aujourd'hui. Donc, vous voyez le résumé des résultats que je viens de montrer ici. On peut aussi, avec l'échographie de Doppler, on peut estimer la vitesse d'écoulement. Donc, ça nous donne des informations supplémentaires sur l'écoulement sanguin. Et on peut analyser la pulsatilité ici. Comme vous voyez dans le vaisseau qui apparaît rouge, là, on a quelque chose qui est très pulsatile parce que c'est un vaisseau qui est placé à la sortie du cœur, alors que le vaisseau bleu qui revient en fait de la membrane chorioallantoïque et n'a pas de pulsatilité. Et donc on a cette même différence dans les artères et les veines dans les mammifères. Donc c'est une information qu'on peut rajouter à notre imagerie photoacoustique. Et donc je vais en conclure et je m'excuse pour le temps qui coule. Et donc j'ai présenté donc l'imagerie photoacoustique de fluctuation qui permet de supprimer les artefacts de visibilité, qui marche en 3D en améliorant en plus le contraste. Et j'ai montré qu'on pouvait combiner l'imagerie Doppler 3D avec l'imagerie photoacoustique pour avoir à la fois des informations sur les flux sanguins et sur les propriétés moléculaires grâce à la lumière. Et je vais finir par une transition, mais on peut passer aussi à des questions s'il y a le temps. Ceci est fait bien sûr au coût de la résolution temporelle. Et Guillaume va proposer une approche pour résoudre cette limitation. Et je vous remercie pour votre attention.